Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live, un peu différent des lives d'habitude que je propose le mercredi matin, puisqu'aujourd'hui, je vais proposer une interview. On va pas faire d'expérience hypnotique, on reprendra les expériences à partir de la semaine prochaine. Mais donc aujourd'hui, une expérience d'interview. Ça va être une expérience un petit peu différente, une personne que j'aime beaucoup, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais vous la faire découvrir. C'est une praticienne en hypnose, formatrice en hypnose. Aurélie, si tu es connectée, tu peux demander à participer au live et je vais pouvoir t'inviter sur le live à me rejoindre. Normalement, elle devrait nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Qui est mon école d'hypnose depuis un bon moment maintenant, qui s'appelle donc Aurélie Jeannot, qui devrait apparaître sur vos écrans dans quelques instants. Ça a l'air de mettre un tout petit peu de temps. Je meuble un peu en attendant, mais ça devrait pas tarder. Alors, comment... Hum, alors, je vois qu'il y a un petit délai parfois quand il y a comme ça une invitation. Aurélie, je viens de t'accepter dans le live et normalement tu es censé apparaître, mais ça ne fonctionne pas. On va voir un petit peu, je vais attendre quelques instants, puis on va voir ce qui se passe. Je continue à vous présenter Aurélie pendant ce temps-là. Donc Aurélie est formatrice en hypnose. Il se trouve qu'elle vient d'écrire un livre qui est sorti il y a 2 mois maintenant, qui a un gros succès, qui est un livre qui... Ah, Aurélie me dit j'ai envoyé la demande. Je vois que tu as envoyé la demande, j'accepte la demande, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourquoi ça n'a pas l'air de fonctionner? Alors, est-ce que je peux t'inviter autrement? Euh, Est-ce que ça marche si je fais ça, par exemple? Ah, ça crée un peu de suspense pour le début du live. Oui, ça a l'air de fonctionner. Ça y est, ça y Bonjour, est, ça y est. Bonjour Kevin. tu vas bien? Très très bien, merci. Et toi? Oh, bah, très bien. En fait, je dis bonjour, mais on est dans la pièce à côté. On n'est juste pas au même endroit pour les problèmes de micro. Je te vois de loin là-bas. Oui, Il se trouve qu'on est dans les locaux de l'Arche et qu'il y a une formation que tu animes dans la Touche des Petites Heures. exactement. Euh, et une formation justement pour des débutants en hypnose. Et je commençais à présenter ton livre pendant le début du live, parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Créer facilement vos premiers états d'hypnose. Je l'ai avec moi, qui a un gros succès, qui est destiné aux personnes qui découvrent l'hypnose, qui veulent apprendre, qui veulent comprendre un petit peu comment ça fonctionne. À la base, on va en parler un petit peu, mais toi, ça fait des années que tu enseignes l'hypnose. Et du coup, je voulais proposer dans ce live déjà de te faire découvrir à toutes les personnes qui sont là. Et puis d'échanger un petit peu avec toi sur ta pratique de l'hypnose, sur ta vision de l'hypnose, sur ce qui t'anime aussi dans tout ça. Ouais, Et tout à fait. puis évidemment, on prendra un petit peu les commentaires, les questions des personnes qui sont en direct. Si vous voulez interagir, si vous voulez poser des questions à Aurélie, bah, allez-y sur le chat aussi. Oui. Bonjour à tout Euh, le monde. Peut-être pour commencer à te présenter, comment toi t'en es venu à l'hypnose? C'est quoi ton parcours qui t'a amené jusque-là? Alors moi, avant, je travaillais dans l'audiovisuel. Et puis sur un tournage, je faisais beaucoup de tournages pour des documentaires. Et sur un tournage, j'ai travaillé en soins palliatifs où j'ai rencontré une infirmière qui faisait des séances d'hypnose aux personnes en fin de vie. Et j'ai trouvé ça magique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet outil qu'est l'hypnose où avec les mots, on permet aux gens d'aller mieux. Donc je me suis renseignée, j'ai creusé un peu, j'ai farfouillé un peu de partout. Et puis j'ai découvert un petit peu l'hypnose et je me suis dit, tiens, quitte à peut-être changer de travail un jour, où est-ce que je pourrais me former? Et puis c'est là où du coup, bah, je me suis renseignée, j'ai découvert l'Arche. Et puis je suis venue me former auprès de toi il y a quelques années déjà maintenant. Ça fait longtemps, Ouais. ouais, j'étais en train de me demander depuis combien de temps on se connaissait, mais ça fait un Et ben, petit ça fait moment. une dizaine d'années. Hmm. Ouais, ouais, déjà. Et peut-être pour préciser un petit peu comment toi tu as intégré l'hypnose à ta pratique. Déjà, toi, quand tu as découvert l'hypnose, tu avais déjà une idée de ce que tu allais en faire? Est-ce que c'était déjà à visée professionnelle? Est-ce que tu disais c'est pour moi d'abord que je le fais? T'es parti dans quelle perspective? Alors moi, je suis quand même partie dans la perspective de me reconvertir parce que Ouais. je voulais pas forcément continuer le travail que j'avais à l'époque. Et puis j'ai fait quelques séances d'hypnose pour moi au départ. Puis ensuite, je me suis dit, ah, ça marche vraiment bien, ça m'intéresse, je me suis formée. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai ouvert un cabinet, j'ai gardé un peu les deux, mon ancien boulot et puis le cabinet. Et voilà, de plus en plus, ça a marché. Donc, j'ai lâché pour ne faire que de l'hypnose et puis aussi faire de la formation ensuite par la suite, quoi. Euh, bah, en effet, parce que t'as rejoint même l'équipe. Et Exactement. donc, je le disais un petit peu au début, t'as écrit là récemment ce livre, qui est un livre qui s'adresse aux gens qui débutent en hypnose ou qui veulent renforcer les bases aussi en hypnose, parce que parfois
on a beau pratiquer, on a envie de revenir un petit peu sur les bases. Mhm. Et je voulais savoir, toi déjà, pour toi, quand on apprend les bases de l'hypnose, en fait, qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Parce que ça reste mystérieux pour les gens. Ils se disent, si j'apprends l'hypnose, est-ce que je vais juste savoir hypnotiser? Mais on sait, nous, que c'est beaucoup plus large que ça. C'est quoi ta vision de ça? Par quoi passe quelqu'un qui apprend? Quelqu'un qui apprend l'hypnose, pour moi, il commence déjà à réapprendre à parler. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience de ce qu'on dit et comment on le dit. On prend conscience aussi de l'impact de ce que ça peut avoir sur les gens. Donc chaque parole dans nos suggestions, apprendre à suggérer quelque chose, c'est avoir conscience de notre langage, avoir conscience que les mots ont un impact sur les gens. Donc au-delà même de parler seulement d'hypnose, on parle déjà de prendre conscience de la manière dont on parle. Ensuite, quand on parle d'hypnose, forcément, on parle d'état d'hypnose. Donc, on apprend à se dire qu'est-ce que je suggère. Et puis, d'avoir des états qui commencent à se créer petit à petit, à cheminer vers un décalage d'état ordinaire pour un état plus ou moins modifié en fonction de ce qu'on recherche. Et ça, c'est intéressant de connaître aussi nos process. Qu'est-ce qui fait que quand je rentre dans un état d'hypnose, je ne suis plus exactement comme d'habitude? Qu'est-ce qui est ce pas comme d'habitude, non ordinaire? Et je trouve que dans ce livre-là, dans les bases de ce que j'ai voulu partager, ça donne aussi des informations sur nos mécanismes. Qu'est-ce qui fait que je me sens ici et maintenant présent? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens plus vraiment ici et maintenant? Et on a plein de petites bribes qui nous permettent de comprendre nos modes de fonctionnement en tant qu'être humain, quoi. Parce que des trans, on en vit tout le temps. Donc, si je comprends, toi, dans ton approche, du coup, c'est à la fois quasiment une connaissance de communication et puis une connaissance aussi introspective, c'est-à-dire comment je fonctionne, comment fonctionne l'humain, même quelque Ouais, part. tout à fait. Tout à fait. C'est un savant mélange des deux qui fait que quand on connaît ces deux-là, on peut soit faire de l'auto-hypnose ou soit accompagner quelqu'un dans un état d'hypnose. Alors, si je posais une question un petit peu naïve comme ça, mais peut-être que c'est une question qu'on se pose quand on découvre, on pourrait dire, ben, on sait déjà tous communiquer finalement, puisqu'on parle les uns avec les autres, ça fait partie de notre vie. Pourquoi communiquer en tant qu'hypno, c'est différent? Je dirais le choix, pas forcément que le choix des mots, mais avoir conscience de l'impact d'un mot. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand quelqu'un nous dit le matin, oh bah dis non, t'as pas vraiment bonne mine ce matin. L'impact, c'est si la personne elle est bien, d'un coup elle va se dire, oh mince, finalement ça va pas. La suggestion, elle est pas très très positive. Quand on a conscience de la façon dont les mots s'organisent et l'effet que ça peut avoir en face, on fera attention à dire, ah, t'es plutôt en forme ce matin, comment tu vas? Oui, c'est vraiment quelque chose où, dans la manière dont on raconte, dans la manière dont on parle, on a conscience de l'impact que ça pourra avoir. Donc pour moi, c'est plus parler en conscience, au-delà de juste parler pour communiquer sans avoir conscience de l'impact, quoi. Est-ce que cette conscience de l'impact, pour toi, elle modifie quelque chose, enfin, dans le métier que tu pratiques, mais est-ce qu'elle modifie aussi quelque chose dans ta vie de tous les jours, dans ton rapport avec les autres? Je crois que ça a totalement changé ma manière de penser comment je m'adresse aux gens. Et c'est au-delà même des séances, hein. Pour moi, quand on apprend les suggestions, quand on apprend les bases de l'hypnose, c'est des choses qu'on utilise tous les jours au quotidien. J'ai réfléchi à plein de choses. J'ai changé, par exemple, quand je parlais à ma fille et que je lui disais arrête de pleurer, je suggérais pleurer. J'ai tout transformé en disant sèche tes larmes. Ne t'inquiète pas, je suggérais de l'inquiétude. Maintenant, Hmm. je dis sois tranquille. Donc, au-delà de ça, en fait, pour moi, c'est presque du bénéfice au quotidien avec tous les gens autour de nous. On ne se rend pas compte à quel point une petite suggestion peut faire du bien à tout le monde, quoi. Donc, Tu c'est veux une dire qu'en prise de fait, conscience aussi. est-ce que ça, pour aller même encore plus loin, est-ce que tu as l'impression que ça, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que conjoint, etc., est-ce que c'est des choses qui vont changer notre rapport aux autres et notre manière de comprendre comment ils fonctionnent et comment s'adresser à Moi, eux? j'en suis persuadée, profondément persuadée. Je pense que si tout le monde avait des petites notions, même basiques, de ce qu'est une suggestion et comment on peut s'adresser aux gens, il y aurait beaucoup de paroles qui seraient plus agréables. En tout cas, la communication serait plus douce. Que ce soit donc effectivement avec mes amis, que ce soit avec mon conjoint, que ce soit avec ma fille, il y a énormément de choses qui ont bougé quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait en fait, les suggestions. Donc oui, pour Il moi, y a c'est une un question là impact de, fort. il y Oui. a une question de Corinne, je rebondis dessus, qui demande si ton livre est plutôt destiné aux personnes qui veulent se former pour accompagner des gens ou pour des personnes qui veulent le faire pour elles-mêmes en auto-hypnose. C'est plutôt la première version, mais en même temps, la frontière est pas si simple que ça. Je dirais qu'au début, c'est une demande de stagiaires qui avaient besoin de s'entraîner sur certaines techniques basiques. Donc, on est revenu sur les principes de base avec des corrigés, etc. Mais comme c'est quelque chose qui est écrit sous une forme assez ludique et assez simple, ces principes-là sont accessibles à n'importe qui.
On n'est pas obligé de devoir s'entraîner à créer des états d'hypnose chez quelqu'un. On peut très bien s'entraîner déjà ou rien que comprendre comment ça fonctionne, décortiquer un petit peu la méthode pour pouvoir se l'approprier sans avoir besoin de vouloir créer des états d'hypnose chez tout le monde. C'est vraiment quelque chose de ludique et de J'aime basique, quoi. bien quand tu dis sans avoir besoin de créer des états d'hypnose chez tout le monde, parce que c'est vrai que parfois c'est presque compulsif quand on fait de l'hypnose, on a envie d'accompagner les gens dans ces expériences, parce que c'est beau tout Mm. simplement. J'imagine que c'est comme un musicien qui a envie de jouer de la musique quand on fait de l'hypnose. Est-ce que tu as l'impression que on a envie de faire découvrir aux gens les rêves, leurs émotions et tout ça? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se pratiquer aussi ouais, dans la vie de tous les jours, au-delà d'un métier d'accompagnant? Je pense que avoir ces connaissances-là, on peut les partager facilement. Hmm. On peut expliquer ce qu'on fait quand on fait de l'hypnose. Et rien que de l'expliquer, ben, ça embarque les gens. Alors, c'est de l'hypnose non officielle, mais j'allais dire la narration, le fait de raconter des histoires, c'est de l'hypnose non officielle. Donc, effectivement, on a toujours envie d'embarquer les gens dans quelque chose. Et je trouve que pouvoir les amener à vivre des petits états d'hypnose sans qu'ils s'en rendent compte forcément, ou en leur disant ah bah tu vois là t'étais un petit peu déconnecté du monde, bah, ça peut leur donner envie d'un peu plus. Moi c'est vrai que je suis une gourmande de l'hypnose, donc forcément j'ai envie de partager ça partout, mais je pense que vraiment oui ça peut être des petits moments rigolos à passer avec les personnes. Il y a des gens qui me demande le titre du livre. Donc, ça s'appelle Créer facilement vos premiers états d'hypnose. Je mettrai une story après avec la couverture, comme ça, Mhm. pour les gens qui veulent aller un peu plus loin. Évidemment, ce live il sera republié après sur Instagram et je rajouterai avec une petite story le lien vers le livre. Super. Il y a une question, parce qu'on parlait du langage. Facha qui demande est-ce que la langue devient une barrière? Alors, j'imagine, sous-entendu, quand on fait de l'hypnose, est-ce que tu as cette sensation-là? Ou au contraire, peut-être? Alors, la langue, je ne sais pas si la question c'est si on ne parle pas le français et qu'on est dans une autre langue. Euh, alors, tout ce qui est de l'ordre de la suggestion, oui, effectivement, peut-être que si on n'a pas le langage français, ça peut être embêtant. Mais je sais qu'il y a tellement de choses, en fait, pour avoir fait des séances d'hypnose à des sourds, pour avoir fait des séances d'hypnose. Il y a d'autres moyens, en fait, de créer de l'hypnose. Il n'y a pas que le verbal. Bien sûr que c'est une grande partie de nos suggestions, mais il y a tellement de possibilités. Je ne sais pas exactement si ça répond à la question, mais il y a plein de moyens de rentrer dans un état d'hypnose autre qu'avec les mots, quoi. La danse, Je reviens un petit peu à la. la musique, l'art, pardon, excuse-moi, je te coupe la Ouais, parole, vas-y, mais vas-y. l'art, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous mettent dans un état d'hypnose, peut-être pas volontairement de la même manière que nous en tant qu'accompagnants en hypnose, mais voilà, c'est possible autrement aussi. Pacha précise la question, je parle plusieurs langues. C'est vrai qu'hypnotiser dans une langue ou dans une autre, parfois ça change des choses. C'est pas forcément les mêmes tournures de langage et donc Mm, pas forcément la même imagination. mm, Et tu évoquais le fait que tu as travaillé avec des personnes oui. malentendantes. Tu veux parler un peu de cette expérience? C'était il y a quelques années et je sais que c'était une expérience qui était assez forte. Oui, c'était il y a quelques années avec l'association des Hypnos du Cœur, qui était une association qui avait été créée par Pierre-Alain Pérez, qui était un formateur aussi. Et en fait, on faisait des séances à des personnes qui étaient malentendantes. Donc forcément, on avait besoin de créer des états d'hypnose avec des gestes. On faisait beaucoup de gestes, beaucoup de mimes, de suggestions non verbales, des petits signes de fermer les yeux, respirer, ralentir la respiration. Et puis on guidait beaucoup avec du Hmm. kinesthésique, des touches, donc des manières de pouvoir rentrer dans un état d'hypnose. Alors on ne faisait pas des accompagnements tels qu'on les ferait en cabinet, puisque l'idée c'était de pouvoir dessiner parfois la problématique, de pouvoir mettre dans un état d'hypnose. Dans cet état-là, on leur suggérait de pouvoir, on expliquait un petit peu par écrit parfois ce qu'on pouvait faire, et puis de leur dire, tiens, dessine l'autre état, hop, et maintenant revis-le, on est dans celui-ci, prends le temps d'intégrer cet état-là et de voir comment ça change à l'intérieur. C'était vraiment des séances assez rigolotes parce qu'on est obligé de sortir de nos habitudes, quoi. Donc on va vers des notions un peu différentes. C'était de mémoire, c'était en lien avec le service de la Salpêtrière qui s'occupe justement des personnes Tout à malentendantes. fait. Donc ça avait été une très belle Mm, expérience qui a été mise en place aussi par le médecin qui s'occupe de ce service-là, le docteur Caracostas, je crois, tout à fait. qui avait eu cette super initiative. Je voulais revenir un petit peu à ta pratique. Et pareil, je te pose quelques questions un peu naïves comme ça, mais j'aime beaucoup la manière dont toi tu vois l'hypnose, donc j'ai envie que tu en parles un peu. Mais c'est quoi la pratique en cabinet d'hypnose? C'est quoi ce métier exactement? Comment ça fonctionne? Ah, c'est assez vaste. En tout cas, dans ma pratique à moi, j'ai pas de spécialisation parce que j'aime avoir de la diversité en cabinet. Donc, c'est vrai qu'on reçoit des personnes qui ont bah, comment je vais nommer ça, des problématiques forcément en lien avec de l'émotionnel. Donc, Hmm. l'émotionnel, on le retrouve partout.
Et nous, c'est le point essentiel sur lequel on se base pour pouvoir travailler. Donc que ce soit des arrêts du tabac, parce que souvent on va fumer parce qu'on stresse, pas que, mais ça peut être en partie ça, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut prendre des pauses. C'est de la gestion émotionnelle aussi. Moi, je pourrais avoir pas mal de préparation d'examen, des jeunes qui vont passer soit le bac, soit le permis, soit des examens. On peut avoir beaucoup aussi de pratiques qui sont en lien avec des traumatismes. Alors, il y a des petits traumatismes, il y en a des plus gros. Donc, parfois, ça va dépendre. Ça peut être une agression momentanée. Il y a eu une agression, il m'est arrivé quelque chose. Ça peut aller jusqu'à des viols. Donc, c'est des accompagnements qui peuvent être assez riches et puis assez différents. Beaucoup de stress, beaucoup de phobies, de choses comme ça. Voilà, les thématiques, on va dire, qu'on peut accompagner sont assez variées. Et dans tout ça, toi, il y a une thématique qui te touche plus particulièrement ou tu te sens encore plus utile? Enfin, il y a quelque chose qui te... Quand tu as une prise de rendez-vous sur une thématique particulière, est-ce qu'il y en a où tu dis, ah ça me fait vraiment plaisir? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les traumatismes et les psychotraumas, quoi. Parce que là, il y a Dit comme ça, vraiment c'est étonnant. quelques... Pardon? Non, dit comme ça, c'est étonnant comme formulation, mais C'est étonnant, mais en même temps, les personnes se trimballent depuis plusieurs années avec cette problématique-là. Et l'outil hypnose étant tellement efficace de voir qu'ils peuvent aller mieux en peu de temps, ça leur fait du bien, ils sont au moins soulagés. Et derrière, on peut faire un travail de fond, les accompagner un petit peu sur tout ce qui a pu se greffer depuis ce trauma. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un outil qui est puissant, l'hypnose. Donc, je trouve que c'est beau de pouvoir l'amener à des personnes qui souffrent beaucoup. Alors, je dis pas que quelqu'un qui fume, il souffre pas beaucoup, hein, mais c'est juste pas la même chose. Les accompagnements, les engagements sur ces personnes-là sont très forts. Des fois, un arrêt du tabac, les personnes ne sont pas forcément engagées. Donc, on a besoin de leur demander de s'engager plus. Donc, ça demande plus d'efforts de leur part, quoi. Donc, voilà. j'en viens Ouais. un petit peu à la thématique de ton livre par rapport à ça. Parce que là, ton livre, toi, c'est vraiment sur créer vos Oui. premiers états d'hypnose, donc comment on induit Mm. finalement une expérience hypnotique et avec un côté les premiers pas, les premières expériences, etc. Le livre est très bien construit pour ça. Il y a une question parfois que les gens se posent, c'est est-ce qu'on y arrive avec tout le monde? Est-ce qu'avec ces outils-là, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on arrive à amener tout le monde dans des expériences Alors, hypnotiques? moi, je dirais oui. On amène tout le monde dans un état d'hypnose, mais pas de la même manière et pas avec la même rapidité. En fait, tout le monde vit des états d'hypnose tous les jours. Donc forcément, c'est un état qu'on peut tous vivre. Après, il y a des personnes qui vont avoir plus de peur, qui vont être plus dans le contrôle, d'autres qui vont complètement se laisser aller. Euh, En fait, nous, on se calque à la personne. C'est ça que je trouve chouette aussi, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Une personne, pour l'accompagner dans un état d'hypnose, ce ne sera pas pareil. Pardon. On fera en sorte de se lier avec ses propres mécanismes et la personne d'après, qui va fonctionner complètement différemment, vivra pas le même état d'hypnose non plus. Alors, il y a toute une partie justement là-dessus sur l'adaptation. C'est vrai que parfois, aujourd'hui, il y a deux grandes méthodes pour apprendre l'hypnose. Il y a des gens qui vont apprendre des scripts par cœur, d'un Mhm. côté. Nous, c'est un peu moins notre fonctionnement à l'Arche. Toi, tu es vraiment à l'autre bout de ça avec l'idée qu'il y a vraiment quelque chose à construire, à créer Ouais. avec l'autre. C'est quoi Il y a une personne qui pose justement la question comment se déroule une séance Oui, je d'hypnose. voyais cette question. Peut-être pour spécifier un peu la question, comment ça se déroule le début d'une expérience hypnotique pour toi, quand tu commences à Euh, accompagner quelqu'un? le, Alors, le début d'une séance, c'est déjà de prendre un temps pour pouvoir discuter avec la personne sur ce qui l'amène. Donc, Hmm. une fois qu'on a l'objectif de sa séance, on va commencer à pouvoir la faire entrer dans un état d'hypnose. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup m'amuser. Enfin, moi, je suis assez joueuse, en fait, dans mes séances. Donc, j'aime créer du jeu, faire des petits tests, voir comment la personne réagit. Tiens, si je te fais tester une sensation de chaleur, si je te fais tester une sensation de froid, si je te fais tester du fourmillement, est-ce que ça fourmille, est-ce que ça s'engourdit? Et en fait, au fur et à mesure, on tisse ensemble un état d'hypnose, et plus la personne commence à le vivre, plus je l'emmène un tout petit peu plus loin dans l'expérience, jusqu'à ce que potentiellement la personne n'a plus de limite dans son corps, se retrouve dans l'espace, est devenue un arbre. On peut aller très loin dans ces états d'hypnose. Donc il y a cette première phase de questionnement, quel est ton objectif? Ensuite, on a la phase d'induction. Donc, c'est un petit peu, ce livre est un peu adressé à cette partie-là. Et puis après, on a des phases de travail où là, on va, une fois qu'on est dans un état un peu différent, nos perceptions sont plus les mêmes, on peut commencer à penser sa problématique différemment, donc à trouver des solutions différentes et à les intégrer. Parce que l'idée de tout ça, c'est quelque part de ramener la personne dans son corps.
Quand on n'est que dans la solution dans sa tête, ça suffit pas. On a besoin que le corps intègre ça et le vive à l'intérieur. Et l'état d'hypnose, c'est ce qui permet de pouvoir modifier nos perceptions pour que la solution, le travail qui sera fait, puisse être intégré dans le corps. Alors, je reprends justement une question qui était posée il y a 2-3 minutes là. Est-ce que si on était hypnotisé pour la phobie des opérations, ou on pourrait dire aussi pour une autre phobie, est-ce que c'est pérenne dans le temps? Tu parlais de suggestion. Comment la suggestion s'intègre et qu'est-ce qui fait qu'elle s'intègre justement pour toi? Je dirais qu'une suggestion, bien évidemment, qu'une fois qu'elle est intégrée dans le corps, elle dure dans le temps. C'est un petit peu comme si, quand on était petit, on avait peur du noir. Aujourd'hui, ça va. On se dit, mais comment je faisais en fait pour avoir peur du noir? Mhm. Si j'avais peur des opérations, après une séance, le corps a tellement bien compris, intégré, vécu, que ça va, il est en sécurité quand, pour avoir travaillé par exemple sur des phobies de l'aiguille, des personnes qui ne pouvaient pas faire des prises de sang, elles me disent, mais je comprends pas, je me rends bien compte qu'avant j'avais peur, mais aujourd'hui je n'ai plus peur. Parce que oui, le corps a été en sécurité, ce qui faisait peur a été déconstruit, et donc du coup, ça n'a plus de raison d'être. Donc forcément, quand quelque chose est mis en place, en général, c'est assez stable, quoi. Et comment réagissent les gens quand tu commences à les mettre dans une expérience hypnotique? Parce que tout à l'heure, il y a une ou deux personnes qui disaient que ça leur faisait un petit peu peur. Alors c'est vrai que c'est aussi l'idée de ces lives, justement, c'est de démystifier un petit peu, de Mm. rassurer par rapport à la question de l'hypnose, parce qu'on s'en fait un monde quelquefois. Est-ce que tu as des gens qui, au début de l'induction, quand tu commences à les mettre dans un état, paniquent un peu, ont des questions, se retiennent un peu? Ça arrive, hein. Ça arrive assez souvent en cabinet. Il y a des gens qui arrivent en disant, je viens faire de l'hypnose, mais j'ai très peur de l'hypnose. Alors je dis, bah, qu'est-ce qui vous fait venir quand même? Bah, je sais que ça marche. Donc ces gens-là, on prend le temps, on va les rassurer, on va y aller tout doucement. Euh, on va pas les amener tout de suite dans un état très décalé, parce qu'au contraire, ça irait créer ce qu'on appelle la réactance. Plus tu me pousses à y aller, moins j'y vais. Donc on va plutôt se dire, on y va à votre rythme, on vous accompagne. Et puis, c'est un apprentissage, en fait. L'idée d'être dans un état d'hypnose, au début, on va tremper un orteil. Puis, si finalement, il fait pas trop froid, je vais peut-être tremper le pied. Et on va y aller progressivement. Et donc, chaque personne, en fonction de ses questionnements, ses peurs, ben, on lui apprendra à son rythme à rentrer dans un état d'hypnose de plus en plus profond. Parce que je sais que tu as un côté justement joueur, t'en parlais aussi tout à l'heure. En formation, les élèves t'adorent souvent parce que justement, tu as un truc où tu dédramatises énormément et tout ça. Est-ce que Mm. tu t'en sers aussi en séance ou est-ce que tu es plus sérieuse en séance? Pas du tout. Je suis vraiment, je me marre tout le temps. Alors bien évidemment, je rigole avec la personne, on rigole ensemble de sa problématique, mais oui, moi je passe mon temps à rire et à couper les séances de beaucoup de jeux et de beaucoup de blagues en fait, on peut travailler sérieusement. J'aime beaucoup cette phrase de, on peut travailler, je travaille avec le sérieux d'un enfant qui joue. C'est Saint John Perse. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est sérieux le travail, mais on peut vraiment jouer à travailler sérieusement ou travailler sérieusement en jouant. Ça marche dans les deux sens. Donc pour moi, le jeu, il est essentiel parce que autant en cabinet qu'en formation, j'allais dire que dans la vie tout court, je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir apprendre et partager en fait. Il y a plein de questions, alors j'essaie de les synthétiser un petit peu. Il y a plein de gens qui disent, mais est-ce qu'on peut faire ça avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut faire ça avec l'hypnose? Puis il y a une personne, il y a Valérie qui pose directement la question, est-ce qu'on peut tout résoudre avec l'hypnose? Est-ce que, tu parlais un petit peu de ce que tu faisais en cabinet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut peut-être parler justement des limites? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, là, c'est pas ma compétence ou c'est pas juste ce que j'ai envie de faire en cabinet? Oui, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas des magiciens, donc non, on peut pas tout résoudre avec l'hypnose, bien sûr que non. En revanche, on peut voir le champ où on peut agir et l'endroit où on a des limites. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de psychotrauma. Quand il y a des choses qui sont trop profondes, on a besoin de travailler en lien avec d'autres accompagnants, des psychiatres, des psychologues, etc. Et nous, on ira intervenir sur une partie spécifique. Donc, on ne peut pas faire des prises en charge totales sur des psychotraumas, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre des douleurs aussi. Avant de pouvoir travailler sur l'émotionnel de la douleur, on a besoin de savoir est-ce que la personne a été prise en charge médicalement. On arrive qu'à la fin d'un parcours, s'il y a eu du médical sur des douleurs. J'ai souvenir d'un monsieur qui venait pour des douleurs au dos et, euh, et donc il n'était jamais allé consulter ni un ostéo, ni faire une radio, ni rien du tout. Et il vient faire une séance d'hypnose. Bah, je lui ai dit, écoutez monsieur, je suis désolée, je ne peux pas vous recevoir tant que vous n'avez pas fait un parcours. Parce qu'on n'est pas médecin. Donc on ne s'amuse pas à poser des diagnostics et puis on ne s'amuse pas à faire taire une douleur si elle a une vraie raison, quoi. Donc non, on ne peut pas tout faire et bien évidemment qu'on a un champ limité et c'est important de le connaître, de ne pas faire n'importe quoi. Alors, c'est ce que tu dis, c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose en plus, comme Mm. faire l'anesthésie, qu'il faut le Mm. faire avec quelqu'un. Donc, c'est même pas forcément une limite de l'hypnose, mais une limite de cadre Tout à fait. dans ce cas.
Une limite de cadre et d'éthique aussi. Il y a une personne juste un peu plus haut là, qui demandait est-ce que faire de l'hypnose, c'est prendre le contrôle de quelqu'un? Alors, évidemment, je pense que non. Mais par contre, tu parlais tout à l'heure des effets que l'on peut créer. J'imagine que ça peut donner cette impression-là. Quand on hypnotise quelqu'un, on va lui faire vivre des expériences un petit peu étonnantes. Et parfois, les gens le vivent un peu comme une perte de contrôle. Mm. Comment tu gères ça et comment tu amènes les gens à comprendre que c'est pas une perte de contrôle? Moi, souvent, ce que je leur explique, c'est que je vous fais des propositions et en fait, vous choisissez la proposition que vous voulez vivre, mais au final, c'est vous qui la vivez. Si vous n'avez pas envie de vivre du fourmillement dans la main, vous ne le vivrez pas. Vous ferez en sorte que, ben non, moi ça me plaît pas, je le vivrai pas. Donc c'est vraiment des propositions et chaque personne est responsable. C'est pas moi qui vais fabriquer, j'allais dire, un état d'hypnose chez la personne. Je vais lui suggérer et la personne, elle sera OK pour me suivre ou non. Et si la personne est d'accord pour me suivre ou si elle y arrive, alors c'est presque d'un commun accord en fait. Un état d'hypnose, ça se crée d'un commun accord. Donc c'est la personne qui a suffisamment confiance pour me laisser lui donner une direction qui l'amènera dans un état d'hypnose. Mais en aucun cas, je vais créer un état d'hypnose chez quelqu'un qui ne veut pas. Quelqu'un qui ne veut pas Mm. rentrer dans un état d'hypnose, je peux faire ce que je veux, il ne fera pas ce que je lui demande. Donc il n'ira pas. C'est vraiment, tu mets aussi beaucoup l'accent là-dessus, hein, sur le fait que c'est la co-création, Mm, l'expérience hypnotique. C'est vrai que souvent on a l'image un petit peu du spectacle et d'un truc un peu autoritaire, mais finalement en mm. cabinet c'est presque l'inverse. Dans ce que tu dis, c'est quelque chose qui vient de l'autre en même temps que ça vient de toi. C'est une rencontre. Ouais, c'est beaucoup plus doux puisque on n'est pas là pour créer du spectacle. Donc en fait, moi j'ai besoin que la personne puisse me dire dans quelle direction elle va. Et puis si ça va pas dans une direction qui est exactement celle qui serait utile pour elle dans le changement, je vais lui suggérer et lui expliquer. Est-ce que oui ou non, ce serait OK pour elle d'aller par là pour plein de bonnes raisons. Donc c'est vraiment quelque chose, ouais, je trouve de très doux en fait, l'hypnose d'accompagnement au cabinet. Mm. T'as quelques fans, hein, il y a des gens qui disent j'adore ton livre est génial. Je vais pas relever à chaque fois, mais il y en a quand même pas mal. Si je reviens un petit peu sur ton livre, alors le livre est hyper complet, il y a plein d'exercices, ça suit vraiment les bases de l'apprentissage de l'hypnose et même des corrigés, il y a un cahier de corrigés à la fin. C'est quoi, ça m'a amusé parce que quand j'ai eu les premières versions, j'ai testé quelques exercices puis j'ai regardé les corrigés par curiosité, c'est super bien fait. L'idée, c'est il y a vraiment quelque chose à apprendre, il y a des techniques en fait à apprendre. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une technique que toi, tu aimes particulièrement transmettre aux gens qui débutent en hypnose? Là, par exemple, en ce moment, tu animes Mm. une journée de formation. J'ai vu Mm. quelqu'un tout à l'heure qui disait je suis à l'Arche ce matin, donc il y a des personnes que tu vas retrouver après. Ouais. En ce moment, il y a une première semaine de formation, c'est des gens qui découvrent, on appelle ça le technicien. Oui. Toi, est-ce qu'il y a un truc que tu adores animer dans ces bases-là? Ben, j'allais dire, c'est la journée que je vais faire aujourd'hui. C'est tout ce qui est de l'ordre des phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire comment le corps va se mettre en mouvement et on aura l'impression que, waouh, il y a une main qui bouge toute seule, il y a des bras qui se mettent en mouvement. C'est pour moi ce que je trouve de plus beau et à transmettre et à faire vivre en cabinet, parce que voilà, ça marche pour les deux. C'est se rendre compte à un moment donné que même si j'ai conscience de ce qui se passe, je constate que mon corps bouge tout seul. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est typique d'un état d'hypnose, qu'une personne se rende compte que les mains peuvent se rapprocher l'une de l'autre et que waouh, je suis pas vraiment en train de le faire moi-même, mais je peux le voir, je peux le sentir, et que du coup, bah, ça se fait tout seul. C'est vraiment la preuve qu'on a des mécanismes inconscients qui nous font faire des choses. Et quand ils peuvent voir ça, donc ce qu'on appelle les phénomènes hypnotiques, bah, en général, ça fait un effet waouh, et je trouve ça magnifique, quoi. Donc, C'est vraiment ce que c'est un truc, je pense qu'on partage, mais j'ai l'impression que tu t'en émerveilles oh, toujours après 10 ans des oh phénomènes oui, hypnotiques. Il y a c'est un vrai. côté assez étonnant. Quand il y a des personnes qui arrivent pour justement apprendre tout ça, qui ont parfois plein de questions autour de tout ça, qui se posent des questions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que les gens rentrent en transe, etc. Mm. Comment tu arrives à leur donner peut-être la première astuce? Tu avais une astuce, par exemple, pour des gens qui découvrent en ce moment l'hypnose ou qui commencent à apprendre, pour qu'ils puissent avancer dans leur pratique? Ce serait quoi le conseil ou l'astuce? Le conseil ou l'astuce, ce serait si vous avez l'impression que ça marche pas ou si vous avez un doute, allez questionner l'autre. En fait, c'est vraiment cette idée de co-création. L'autre, c'est notre meilleur ami, en fait. Celui qui vit l'expérience, il a toutes les infos à l'intérieur. Et si on a un doute sur est-ce que ce que je suis en train de suggérer, ça marche pas, d'aller demander à l'autre. De pas vouloir faire juste du monologue, etc. De se dire, bah, dis-moi où tu en es, comme ça je peux te rejoindre, et en te rejoignant, je peux te suggérer autre chose. L'autre est notre meilleur allié, en fait. Je trouve ça génial parce que même pour les gens qui voudraient vivre des séances, entendre ça, c'est
hyper dédramatisant, tu sais, par rapport à cette idée que l'hypnotiseur va nous imposer quelque chose. Mm. Il y a plusieurs personnes tout à l'heure qui parlaient un petit peu de voilà, comment ça se passe une séance, etc. Puis on sent parfois ces petites appréhensions-là. Et je trouve que t'entendre dire, ben voilà, quand un hypnose, il fait avec l'autre et il demande à l'autre comment l'accompagner, tout d'un coup, ça dédramatise vraiment cette question-là. Des deux Euh, côtés, ouais. on va prendre encore deux, trois petites questions. Et c'est vrai qu'il est déjà 8h30, ça va assez vite. Il y a Justine qui dit, j'ai hâte de vivre cette nouvelle journée à l'Arche. Je ferai semblant de ne pas connaître le programme promis. D'accord. Bah, je te souhaite une bonne journée, Justine. Donc je le disais, là, tu es dans les locaux de l'Arche, puis tout à l'heure, il y a la formation. Tu vas parler des phénomènes hypnotiques aujourd'hui. Tu peux nous parler de quelques phénomènes hypnotiques, justement, qu'on peut créer? Là, tu as évoqué la lévitation Mhm. de main, ce qu'on appelle la perte d'agentivité, un mouvement automatique. Quelles sont les autres expériences qu'on peut vivre dans une séance d'hypnose, même sans aller peut-être vers des séances trop profondes, hein, je veux dire, mais Mhm. quelqu'un qui découvre, qu'est-ce qu'il peut déjà créer pour quelqu'un d'autre? Euh, on peut créer donc bah, des mains collées. On peut créer très facilement des mains qui se collent, des pieds collés. Moi, un des phénomènes hypnotiques que j'aime beaucoup faire, c'est ce qu'on appelle une catalepsie. Donc, il y a une main qui tient en l'air, qui va se tenir en l'air toute seule. Et puis, on va lui attribuer des mouvements de doigts. Donc, ce qu'on appellera, nous, du signaling. Un petit mouvement d'un doigt pour répondre oui, un mouvement qui répond non. Et ça, qu'on puisse le créer assez facilement, je crois que presque toutes mes premières séances, je fais un petit signaling et les personnes en cabinet me disent le coup des doigts. Oh, vous savez, quand vous m'avez fait le coup des doigts, c'était complètement fou. Et donc, ça me fait toujours rire parce que je trouve qu'il est assez rigolo, cet exercice-là. Et qu'on peut, en plus, une fois qu'on sait le faire, on peut se le faire en auto-hypnose. Moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille en auto-hypnose avec des signalings. Je pose des questions à des parties inconscientes, ça Ah oui, répond. Et je trouve ça parce que hyper simple et hyper pour efficace, quoi. que les gens comprennent l'idée, il s'agit que ce signal soit comme une sorte de matérialisation de l'intuition inconsciente, quelque part. Tout à fait. Donc, Ouais, ouais. pour simplifier, on dit que je parle à mon inconscient, même si c'est Mm, peut-être mm. une C'est une simplification. partie, voilà, c'est un résumé, mais on peut le dire comme ça, ouais, Tu, tout tu à lui fait. poses quelle question, du coup, à ton inconscient? Oh, bah, des fois, ce sera, tiens, est-ce que tu serais d'accord pour modifier telle façon de faire? Si c'est OK, hop, tu me fais le petit Hmm. signe. Du coup, est-ce que on pourrait aller dans telle direction? Non. Est-ce que tu as une autre idée? Oui. Est-ce que tu peux me faire passer cette idée au cerveau? Alors, je suis là, ah, tiens, j'ai fait une association d'idées. Tiens, voilà, j'ai telle réponse. C'est ça que tu voulais me faire passer? Oui. Ok, super. Est-ce que ça me convient? Bah, on pourrait peut-être. Je négocie en fait parfois avec moi-même, avec certains mécanismes que je peux avoir. Donc, et puis ça peut être aussi le soir dans les rêves, travailler avec les rêves, programmation des rêves. Il y a pas mal de choses à faire aussi, quoi. Donc là, c'est vraiment la jonction entre hypnose et Ouais. auto-hypnose. Je trouve ça intéressant quand on parle comme ça, parce qu'on sent bien que quand on fait de l'hypnose, il y a une sorte de familiarité avec cette part Mhm. inconsciente, et qu'on commence à interagir, à jouer avec elle, comme si on avait une part de nous qui devient finalement une manière de répondre, de comprendre, Mhm. d'investiguer. Et ce que tu dis, c'est ce qu'on utilise aussi quand on travaille avec des gens sur des changements de comportement. Tout Je- à je- fait. C'est là où c'est assez fin, en fait, finalement. Il y a la frontière est très fine. Ce qu'on utilise en accompagnement, une fois qu'on a les techniques, on peut se les approprier et travailler seul aussi. Pas sur tout, parce que parfois il y a des choses très émotionnelles, on a quand même besoin d'être accompagné. Mais sur des petites choses du quotidien, on peut très facilement, avec des bases simples, déjà commencer à travailler avec nous-mêmes, quoi. Écoute, ça donne envie. Je vais prendre une dernière question. Alors, elle est un peu complexe. C'est une question de Céline qui dit, est-ce que l'hypnose régressive peut permettre d'aller fouiller dans son enfance? Je termine avec cette question qui est assez complexe. Alors, effectivement, l'hypnose régressive, on va aller revisiter certains souvenirs de l'enfance et puis voir comment bah, cette partie enfant peut-être a eu des besoins qu'elle n'a pas pu résoudre. Et donc, effectivement, on va aller travailler aujourd'hui ce qui me pose problème. Ça me rappelle à l'époque telle partie de moi qui était beaucoup plus jeune et telle partie de moi aurait eu besoin de ceci, cela. Ben, on va aller rendre dans le corps ce que l'enfant avait besoin. Donc oui, bien sûr que oui, on a plein de sauts dans le temps. On fait beaucoup de sauts dans le temps Mm. temporel en hypnose. Donc de revenir en arrière pour aller travailler à l'origine de là où quelque chose n'était pas OK et puis faire en sorte que ça aille beaucoup mieux et revenir au présent avec ce mieux qui traverse les différentes temporalités, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Oui, C'est évidemment des techniques un peu plus oui. avancées, pour le coup, qui demandent aussi de connaître pas mal de mécanismes Mm, psychologiques. Mais en effet, ouais, c'est même partie des séances parfois les plus fortes et les plus mhm. belles quand on accompagne les gens comme ça sur toute leur histoire de vie. Quelqu'un qui dit comment trouver un bon hypnotiseur, bah, déjà toi, pour les gens qui sont en région parisienne. Sur le site de l'Arche, en tout cas, il y a une liste Ouais. avec plein de gens qui ont suivi les formations, qui sont supervisés, qui font du très bon travail. Puis après, il y a le feeling personnel, évidemment, mais en tout cas, techniquement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont bien formés.
on va bientôt arrêter le live. Alors, je remonte ton livre, mais je crois qu'il s'affiche à l'envers, Ah évidemment, bah quand je oui, le montre comme ça. tout à Donc fait. ça demande un peu plus d'attention, mais créez facilement vos premiers états d'hypnose. C'est marrant parce que les gens l'appellent le Jeannot déjà. Tu sais, Il y avait le Becherel, maintenant il y a le Jeannot. il y a le Jeannot, ouais. Je vois les gens C'est qui se ça. baladent avec t'as le Jeannot. Mais c'est vrai que c'est quand même un super livre quand on veut découvrir l'hypnose ou quand on a déjà des bases hypnose et qu'on veut réviser, approfondir, Mm. avoir un support pour s'améliorer. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de techniques au début qui sont assez simples. Après, la manière de les combiner, et je trouve que tu le présentes super bien avec plein d'exercices qui permettent de bien les combiner. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir ou approfondir leur base d'hypnose, c'est vraiment, bah, je trouve, le livre parfait pour ça. Et puis, bah voilà, on te retrouve dans plein d'endroits. Déjà, tu as Oui, un cabinet. Donc, s'il y a des gens qui veulent te contacter, bah, voilà, maintenant, ils ont ton lien Instagram en tout cas. exactement. Et puis tu es formatrice à l'Arche. Là, je vais te laisser aller retrouver bah, les stagiaires Oui, du jour, justement, qui sont dans les phénomènes hypnotiques, comme tu en parlais tout à l'heure. Et voilà. c'était un grand plaisir de partager ce live avec toi. Merci Merci beaucoup pour à tes toi, jolies Kevin. anecdotes, ton énergie. C'est gentil. Et puis merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir été présent. Et merci, ouais, vous étiez super nombreux. Merci pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes Mm, les mm. questions. Peut-être qu'on on refera peut-être un petit live avec un sujet un peu plus précis. Peut-être Mhm. un de ces jours sur toutes ces questions. Il y a beaucoup de Avec questions, plaisir. notamment sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose, etc. Donc ça mériterait peut-être un jour qu'on fasse un live sur peut-être les possibilités de l'hypnose ou quelque chose comme ça. Mhm. Avec plaisir. Eh bien, bonne journée à Merci. toi, Aurélie. Bonne journée aussi à Bonne tout le journée à monde. tout le monde. Bonne Et puis journée. à bientôt. À bientôt.